Toujours tout coup de pouce supplémentaire. Autre sujet qui pourrait être abordé par le président, Sarah, celui de l'emploi. Oui, après le pouvoir d'achat, c'est l'autre grande priorité du gouvernement. Les difficultés de recrutement n'ont jamais été aussi fortes selon la Banque de France. 58% des entreprises désormais concernées contre 37% il y a un peu plus d'un an. Or, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat. Ça veut dire baisser le taux de chômage à 5% contre 7,3% actuellement. Alors pour y parvenir, plusieurs pistes sont sur la table. Et il y a celui de créer un guichet unique pour les demandeurs d'emploi, baptisé France Travail. Il s'agirait de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA. Et puis éventuellement ce nouveau tour de vie sur les règles d'assurance chômage, avec l'idée peut-être de moduler la durée d'indemnisation en fonction de la situation. Ce format question-réponse. 14 juillet 2020, le président change son fusil d'épaule à la sortie de la première vague de Covid-19. Il reçoit 2 journalistes. Nous sortons de cette phase aiguë de l'épidémie. Le pays a été profondément bouleversé, traumatisé. Je crois que ce 14 juillet avait un tour particulier qui justifie cet échange. Il est interrogé sur la gestion de la crise sanitaire, mais aussi sur les accusations de viol visant son ministre Gérald Darmanin. 2 ou 3 questions face à un président, ça donne souvent des questions qui dérangent et des réponses cinglantes. 2016, François Hollande est interrogé sur son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui prend beaucoup de liberté. Des règles dans un gouvernement. Gaspard Canzer. Avant donc cette interview, Emmanuel Macron a assisté au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. On a assisté comme tous les ans à la traditionnelle parade aérienne et au survol des champs par la patrouille de France. Défilé maintenant terminé, Farida Noir, les troupes quittent les Champs-Élysées. Oui, elles étaient stationnées boulevard Raspail, ici ces véhicules motorisés, et sont en train de partir là pour rejoindre la base de Brétigny-sur-Orge, dont ils sont partis très tôt ce matin. Alors si le défilé a pris du retard, cela n'a pas perturbé la chorégraphie de ces troupes motorisées. Il faut dire que ce 14 juillet, il le répétait depuis une semaine, 4 fois par jour, notamment le maréchal des logis Kevin, chef de pièce du camion César. C'est dans son camion que j'ai pu embarquer ce matin pour vous faire vivre pour France Info ce défilé de l'intérieur tout à l'heure. C'est lui qui dirige le conducteur de cette pièce d'artillerie particulièrement scrutée sur ce défilé parce que ces engins ont été envoyés en Ukraine et son sentiment. C'est une fierté de pouvoir faire ce défilé. Après, voir le président en face de soi et de garder cette posture en face de lui, c'est toujours, ça reste une fierté, quoi. C'est un grand honneur de pouvoir faire ça. Il y avait beaucoup d'attentes sur le César et que forcément les yeux étaient rivés sur nous, mais il faut rester comme d'habitude carré et aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, fierté d'un défilé réussi et retour donc à la base pour une après-midi de repos. Farida Noir et Johanna Gabric pour les moyens techniques. Lynn Renaud, cofondatrice du site Action, Serge Klarsfeld et son épouse Béateux qui entretiennent la mémoire de l'Holocauste, ou encore l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ce sont quelques-unes des personnalités décorées de la promotion du 4 qui est incertaine par la préfecture. 1600 hectares de pins sont déjà partis en fumée dans ce secteur. Le quartier de Cazaux est toujours sur le qui-vive, prêt à être évacué si nécessaire. Stéphanie Scocq a recueilli le témoignage d'un habitant. Il s'appelle Sébastien. J'ai jamais vu ça, moi ça fait depuis 2003 j'habite ici. C'est la première fois. C'est émouvant, frissonnant et on se pose des questions s'il faut évacuer à toute urgence. Malheureusement, on n'a pas d'informations. On a préparé les valises s'il faut évacuer, l'ordre du préfet je pense. Les enfants un peu plus compliqués parce qu'ils posent des questions pourquoi on fait des valises et pourquoi on prépare tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident. Un habitant de la teste de Buche en Gironde. Sur France Info, le président de la Fédération des sapeurs-pompiers appelle à l'annulation des feux d'artifice du 14 juillet, en tout cas dans les régions les plus touchées par la sécheresse et la canicule. 25% des vols de Transavia sont annulés aujourd'hui dans les aéroports français. La filiale low cost d'Air France est touchée par une grève du personnel navigant commercial entamée hier, un mouvement qui doit durer jusqu'à la fin du week-end, Grégoire Lecalot. Transavia assure que les passagers dont les vols sont annulés sont cessés le travail. La direction conteste ce chiffre. Le conflit a éclaté à Transavia malgré un accord signé dimanche dernier avec 3 syndicats de la compagnie, dont la CGT, le seul à être représentatif. Il porte sur une amélioration des conditions de travail et l'augmentation de primes, mais le SNPNC demande une augmentation générale des salaires plus pérenne et veut revoir le rapport travail-repos qu'il estime parfois déséquilibré. La compagnie refuse de négocier sur les salaires avant l'an prochain et aucun dialogue n'a pu avoir lieu. Grégoire Lecalot, service économie de France Info. La 12
12e étape du Tour de France avec la haute montagne toujours au programme. 165 km aujourd'hui entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Le Danois Jonas Vingegaard a complètement rebattu les cartes hier en s'imposant sur les pentes du Granon et en dépossédant Tadej Pogačar du maillot jaune. Le Slovène est maintenant à plus de 2 minutes du nouveau leader du classement général. Départ de cette 12e étape dans une vingtaine de minutes, Nicolas Perronnet. Ouais, sous quelques gouttes de pluie sur Briançon. Pour l'instant, le col du Galibier est dégagé, mais le ciel au départ est un peu menaçant et ça pourrait ajouter un peu de piment à cette étape qui n'en manque pas, ça c'est certain, avec donc le Galibier, première ascension du jour, la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez, entrée plat dessert aujourd'hui sur la route du Tour en ce 14 juillet pour cette étape qui est sans doute l'étape reine sur le papier, 4500 mètres de dénivelé positif, 3 ascensions hors catégorie à gravir pour le nouveau maillot jaune, le leader Jonas Vingegaard. C'est un terrain idéal pour, on va dire, la revanche de l'étape d'hier, à l'issue de laquelle le Danois a subtilisé le maillot jaune à Tadej Pogačar, étape déjà entrée dans la légende. On espère autant de spectacles aujourd'hui. En tout cas, le Slovène a promis de passer à l'attaque, ça promet. Nicolas Perronnet, l'un des envoyés spéciaux de France Info sur la route du Tour. Merci beaucoup Laurent Doulsan. Dans quelques minutes, nous allons suivre l'interview d'Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet, le président qui renoue avec une tradition qu'il avait abandonnée, exception faite en 2020 pour parler surtout du Covid. Yannick Fall, donc deuxième interview du 14 juillet pour le président. Pourquoi est-ce qu'il a décidé là maintenant de se plier à cet exercice cette année? Eh bien parce qu'il ne s'est pas exprimé de manière formelle depuis la claque électorale des législatives, une seule fois, du moins, allocution express, 8 minutes, c'était le 22 juin, pour acter le fait qu'il n'y aurait pas de gouvernement d'union nationale, mais qu'il souhaitait des majorités de projets, texte par texte. Il s'est ensuite longuement consacré à l'international, Conseil européen à Bruxelles, sommet du G7 en Allemagne, de l'OTAN à Madrid, conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne, et depuis, il a été occupé par la composition du nouveau gouvernement annoncé il y a 10 jours. L'actualité s'est ensuite déportée sur le Parlement, discours de politique générale d'Elisabeth Borne, question au gouvernement, premier texte examiné dans l'hémicycle. C'est donc le bon moment pour prendre la parole, tenter de revenir au centre du jeu, tenter de marquer les esprits par une parole forte avant que la France plonge dans la torpeur estivale. Exercice délicat pour le chef de l'État dans un contexte politique difficile. Oui, car l'interview du 14 juillet est habituellement l'occasion de prendre de la hauteur pour le chef de l'État dans une posture contraint à la démission. Cette nouvelle controverse sur les propos jugés homophobes de Caroline Cayeux, la ministre déléguée aux collectivités territoriales. Une parole présidentielle alors que les projecteurs sont donc désormais braqués sur le Parlement, Yannick. En effet, rien à voir avec le premier quinquennat, la majorité absolue à l'Assemblée, la présidence jupitérienne, où chaque prise de parole présidentielle rythmait la vie politique. Emmanuel Macron a un peu perdu la maîtrise des horloges, selon l'expression consacrée, avec une difficulté nouvelle, la mise en musique de ses décisions, avec ce rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. On l'a donc vu cette semaine, premier texte examiné par l'Assemblée et premier couac, le projet de loi sanitaire vidé de son article principal, celui instaurant la possibilité de maintenir le pass sanitaire aux frontières, texte désormais attendu au Sénat mercredi prochain. Et avant ça, c'est le projet de loi pouvoir d'achat qui sera examiné à l'Assemblée. Et puis l'autre difficulté... D'ailleurs, il y avait 8 minutes de retard dans le défilé du 14 juillet. Et il est 13h11. Emmanuel Macron n'a pas encore pris la parole depuis l'Elysée. Il va être interrogé par Anne-Claire Coudray pour TF1 et Caroline Roux pour France 2. Nous allons suivre, nous aussi, sur France Info, en direct, cette interview présidentielle. Il n'avait donc pas fait, Yannick Fall, depuis 2020. C'était une tradition. Alors, Nicolas Sarkozy non plus, lui aussi avait dit les interviews présidentielles du 14 juillet, on n'en fait pas. Nicolas Sarkozy qui avait été le premier président disruptif en quelque sorte, puisqu'il avait même supprimé la Garden Party qui a eu lieu une fois, c'était juste après son élection. Elle a été ensuite supprimée en 2008. Emmanuel Macron ne voulait pas de cet exercice qu'il trouvait vieilli, usé, fatigué, on va dire. Il réclame une meilleure répartition des richesses et des niveaux de salaire à hauteur de l'inflation. Alors, dans son projet de loi, le gouvernement met 20 milliards d'euros de dépenses nouvelles sur la table pour financer donc ces mesures. Dans ces mesures, on a donc la revalorisation anticipée de 4% des pensions de retraite de base et des prestations sociales, la hausse du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%, cette aide alimentaire exceptionnelle de 100 euros plus 50 euros par enfant à destination des ménages modestes. Le gouvernement veut aussi, en matière d'énergie,
prolonger jusqu'à la fin de l'année le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité. Il a aussi prévu d'éteindre progressivement sa remise carburant de 18 centimes et de créer en parallèle, à partir du 1er octobre, une aide ciblée sur les travailleurs modestes. C'est une aide de 100 à 300 euros en fonction du revenu du nombre de kilomètres parcourus et du revenu. Et le gouvernement dit déjà qu'il pourrait éventuellement augmenter le nombre de bénéficiaires. Alors il y aura donc cette loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver à l'Assemblée nationale à partir de lundi, Yannick Falt, avec une majorité relative. Elle peut passer, cette loi, avec les oppositions, la NUP, le Rassemblement national, les Républicains. Oui, mais les oppositions vont pousser les feux comme elles l'ont fait déjà avec cette alliance entre la NUP, le Rassemblement national et les Républicains cette semaine sur le projet de loi sanitaire, sur le projet de loi pouvoir d'achat qui arrive donc dans l'hémicycle lundi. Ce sera à partir de 16h. Les oppositions veulent pousser les feux. Chacune met en avant ses propres mesures. Les Républicains, notamment le litre d'essence à 1,50 €, la NUP, le SMIC à 1 500 €. Donc évidemment, ce sera un débat nettement plus compliqué pour le chef de l'État que ceux qu'il a pu voir dans l'hémicycle lors du premier quinquennat. Vous restez avec nous, Yannick Falt du service politique et Sarah Lemoine du service économie et sociale de France Info. Et alors, ça va ton entreprise? Avec le réchauffement climatique, je me demande comment un commerçant comme moi peut agir pour que son entreprise soit plus durable tout en étant plus rentable. Bah écoute, c'est simple, la solution logique, c'est la transition écologique. Ta chambre de commerce et d'industrie te propose un diagnostic gratuit pour faire le point sur la transition écologique de ton entreprise et engager des actions concrètes et utiles. Dépêche-toi et contacte vite ta CCI. Le Covid-19 peut présenter des risques graves pour les femmes enceintes. Il multiplie le risque d'être admise en soins intensifs ou de donner naissance à un grand prématuré. C'est pourquoi la vaccination contre le Covid-19 est recommandée dès le début de la grossesse pour se protéger et protéger son enfant. N'attendez pas. Parlez-en avec un professionnel de santé ou prenez rendez-vous sur www.santé.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. France Info, 10h, 14h, Céline Bettencourt. On attend toujours le début de l'interview présidentielle du 14 juillet. Emmanuel Macron a pris du retard, il est parti un petit peu tard de la place de la Concorde après le défilé du 14 juillet. Ce sera sa première interview politique depuis sa réélection au mois d'avril. Gaspard Ganzer, qui est ancien conseiller com pour François Hollande, nous explique l'enjeu derrière ce rendez-vous avec les Français. C'est un rite médiatique et politique qui a été pratiqué quasi de façon ininterrompue tout au long de la Ve République, même si Emmanuel Macron a décidé de le suspendre. Donc c'est un rendez-vous entre le chef de l'État, le président de la République et les Français. Je pense que c'est une interview même qu'on prépare avec le plus d'attention, parce qu'on sait que l'audience va être importante. On sait aussi que les journalistes y sont très attentifs, et c'est aussi un peu le dernier rendez-vous politique avant la pause estivale. Et puis par le passé, tant sous Jacques Chirac, François Mitterrand que sous François Hollande, il y a toujours eu des phrases, des petites phrases, j'allais dire même politiques, des formules, des angles qui ont été choisis, qui ont été retenus et commentés abondamment par les médias. Là, les petites phrases, elles viennent même d'il y a quelques jours. En l'occurrence, cette interview, elle arrive dans un contexte particulier, celui évidemment de la guerre en Ukraine, et celui plus politique, intérieur, de cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui citait les propos chocs privés de Jacques Chirac. Forcément, ça va jouer également, alors que c'est un entretien solennel. Oui, c'est pas facile pour Emmanuel Macron et son entourage de préparer cette interview, parce que d'un côté, il va essayer d'avoir une posture très régalienne, où il va beaucoup parler de nos forces armées qui auront défilé, de notre action diplomatique en Ukraine, et en même temps, il va devoir répondre à un certain nombre de polémiques, je pense notamment à celle sur les VDC, les opérations de lobbying qui ont été révélées par les consortiums internationaux dont Radio France Le Monde et quelques autres, et puis aussi cette situation politique très nouvelle avec cette majorité relative sur laquelle la majorité présidentielle est quand même loin d'avoir la majorité absolue sur l'Assemblée nationale, et ces petites phrases qui ont été distillées ici et là, tant par les entourages que par le président de la République lui-même. C'est vous le disiez, un moment très régalien. Ça va lui permettre de prendre de la hauteur et il en a besoin. Oui, là aussi, il est face à un paradoxe. D'un côté, il aimerait pouvoir conserver cette posture très, très jupitérienne, en hauteur, c'est-à-dire vraiment à la distance du marasme politique. On sent quelque part qu'il a envie de se concentrer sur l'international, dans lequel il est très à l'aise et dans lequel il ne doit pas ferrailler en permanence avec des oppositions. Et en même temps, il est le seul qui dispose de la légitimité nécessaire pour répondre aux Test de bûche près de la dune du Pilat, la situation est qualifiée d'incertaine par la préfecture. 1600 hectares de pins sont déjà partis en fumée dans ce secteur. Jonas Vingegaard
d'Emmanuel. Il y a le fait de mettre le paquet sur la formation professionnelle, l'apprentissage, la réforme du lycée professionnel. Le gouvernement entend aussi travailler sur l'attractivité des métiers, les conditions de travail. Il y a aussi cette mieux insérer les personnes qui sont encore avec qui pourraient être soumises à 20 heures d'activité ou d'accompagnement par semaine. Vous savez, cette mesure avait été présentée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. C'est une mesure qui avait soulevé beaucoup de critiques à l'époque. Il y a aussi établir un guichet unique pour les demandeurs d'emploi, France Travail. 14 juillet, j'y tiens. Le défilé a été ouvert par des chasseurs alpins qui se sont projetés en quelques jours en Roumanie, après la décision que j'ai prise fin février, pour défendre notre flanc est. Donc, nous avons une armée de France, nous avons une armée qui est dotée de dissuasion nucléaire. Nous avons investi ces dernières années pour combattre les guerres. Je vais citer deux derniers faits. La campagne a acheté un budget durant l'année passée et nous allons prendre une nouvelle loi de programmation militaire jusqu'à 2030. Maintenant, ce qu'on voit, qui est un fait nouveau avec l'Ukraine, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Vous voyez le nombre de morts, la violence des conflits sur le sol européen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire, la Russie. Et donc face à cela, la France n'est pas attaquée sur son sol. Donc elle a les moyens aujourd'hui d'aider l'Ukraine, ce que nous faisons en l'équipant. Elle a les moyens de se protéger. Elle a les moyens d'aider ses alliés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Roumanie. Et on continue de lutter aussi contre le terrorisme au Sahel. Mais il va Ce qu'il falloir faut continuer de faire, exactement, ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est, fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher et de former, et continuer d'avoir une armée encore plus forte. Car ceux qui se disaient il y a quelque temps, la guerre de haute intensité ne reviendra plus, ce sont, on le voit bien, trompés. Qu'est-ce qui nous On a une armée. Il y a définir ce qui nous manque. Écoutez, non, on a une armée qui est aujourd'hui qui est prête, on a beaucoup répété. D'abord, vous savez, dans une armée, ce sont ces femmes et ces hommes. Ce sont nos soldats. Aussi, il y a une mission. Je vous dis parce que ce sont nos soldats. Et regardez avec l'Ukraine, la force d'âme, la force morale. Et donc, pour tenir une guerre comme ça, c'est ce que j'ai dit hier soir, quand je suis allé parler à nos militaires à l'hôtel de Brienne, la force d'âme des nations. On regarde tous aujourd'hui avec admiration les Ukrainiens et les Ukrainiens. Mais c'est une armée qui se défend, qui malgré les pertes, tient, repousse l'assaillant. Et c'est une nation où tous les hommes adultes sont mobilisés et se battent. En termes budgétaires, vous considérez que c'est suffisant? Je considère aujourd'hui que le principal élément, c'est cela. Et donc le moral de nos armées. Oui, mais je dis, le moral de nos armées. Deux, nous devons aller au bout de notre réflexion sur le pacte entre la nation et ses armées. C'est-à-dire, il faut continuer de réfléchir. Le service national universel en est une des composantes, mais il faut continuer d'avancer sur ce chemin. Et puis, il y a nos capacités. Donc, on a réparé nos éléments capacitaires, on en a rajouté. Le premier Jaguar a défilé sur les Champs-Élysées cet après-midi. Les Césars que nous livrons à l'Ukraine étaient aussi présents. On a réinvesti dans des avions, des sous-marins. On a sorti des sous-marins de nouvelles capacités ces dernières années. Donc, on va continuer. Et oui, il faut intensifier l'effort. En même temps, vous avez parlé d'économie de guerre. C'est en effet un terme que j'ai repris à plusieurs reprises. On voit qu'on doit pouvoir produire plus vite, plus fort, eh bien, des capacités d'armement, artillerie, munitions, peut-être des équipements parfois rudimentaires, d'autres très innovants, en plus grande masse et plus rapidement. Un mot, je le dis aussi, parce qu'on parle de l'Ukraine. Oui. Nous venons de, ces 6 derniers mois, d'avoir la présidence française de l'Union européenne. Quand on parle de tous ces sujets, c'est aussi un sujet européen. Et il vient en renforcement de ce que fait la France. Pour la première fois aussi ces dernières années, on a renforcé l'Europe de la défense. C'était un projet que je défendais beaucoup, que je portais, et on en voit la pertinence. Cette Europe de la défense en complémentarité de l'OTAN. Et on le voit pour défendre notre flanc Est. Il y a une question que se posent sans doute tous les gens qui vous regardent aujourd'hui. Est-ce que cette guerre va durer? Dans ces deux régions administratives de Luhansk et Donetsk, où les combats sont très intenses et qui sont le premier objectif de l'armée russe. Et les Ukrainiens se défendent avec un courage inouï et beaucoup d'équipements d'ailleurs que les alliés, entre autres la France, ont fourni. Ce que vous venez de dire, ça va sans doute inquiéter beaucoup les Français, parce que cette guerre, elle a provoqué une crise énergétique majeure sur notre sol. Elisabeth Borne évoquait il n'y a pas longtemps une possibilité de rupture de livraison du gaz russe. Est-ce que ça veut dire